Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse à la photosynthèse. La photosynthèse est un mécanisme très compliqué euh, qui vous est présenté en terminale S de manière très simplifiée. Vous avez dans la plupart des bouquins des petits schémas bilans de cette forme. Là par exemple, vous avez le schéma du Bordas. Donc, on vous dit globalement que dans un chloroplaste, il y a au niveau des thylakoïdes des réactions qui permettent de fabriquer des molécules transportrices d'énergie, l'ATP, des molécules qui subissent une réduction et qui finalement, en acceptant H2, deviennent des transporteurs d'hydrogène et que cet hydrogène provient de l'eau. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe là. Idem, on va vous parler ici du cycle de Calvin qui permet d'incorporer du CO2 pour fabriquer des exoses, des molécules sucre en C6, 6 carbone. Bon, j'ai pour mission de vous apprendre un schéma simplifié comme ça. Mais je peux très bien concevoir que quelque chose qui reste de mystérieux, vous avez du mal à le comprendre et vous avez du mal à l'intégrer. Moi, je suis comme vous, j'ai besoin de comprendre les choses à fond pour pouvoir les retenir. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que je vais aller voir en détail ce qui se passe là et ce qui se passe là. Mais ce n'est pas un programme de TS. Par contre, ça va vous permettre de comprendre comment on fait pour passer d'un carbone à 6 carbones. Comment est-ce qu'on fait pour accrocher un phosphate inorganique? Comment est-ce qu'on fait pour casser H2O, etc., pour le transporter à R? Donc, on va aller dans le détail, mais ce ne sera pas à retenir pour les bacs, parce que ce n'est pas au programme. On est bien d'accord. Le programme du bac, c'est ce schéma. Donc, je vais construire un schéma simple, mais en intercalant des petites feuilles, des bouquins, pour vous expliquer clairement ce qui se passe dans les deux parties. On va donc commencer pour notre schéma bilan par dessiner un chloroplaste. Alors, un chloroplaste, ça a deux membranes, une membrane externe et une membrane interne. Et à l'intérieur, le liquide s'appelle le stroma. Alors, vous allez me dire pourquoi cet organite qui se trouve à l'intérieur de la cellule a deux membranes. Donc déjà, si on fait une analyse structurelle de la membrane externe et de la membrane interne, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas la même structure et que la membrane externe correspond à de la membrane cellulaire. Vous allez me dire comment ça se fait que le chloroplaste, il est un bout de membrane cellulaire. Mais tout ça, ça vient de la façon dont le chloroplaste a été intégré aux cellules primitives. Je vous rappelle l'endosymbiose qui est au programme de la terminale S, donc la partie obligatoire. Donc j'ai ici un Sciences et Vie. Alors pour ceux qui sont curieux, c'est avril 2015, numéro 1177, qui nous explique la théorie de la formation des cellules actuelles. Donc au démarrage, je vais essayer de faire un petit zoom, bougez pas. Au démarrage, on avait un futur noyau qui rencontre une bactérie, donc une structure composée d'une membrane avec de l'ADN, une espèce de liquide et des ribosomes, qui rencontre une bactérie. Pour englober la bactérie, on a des excroissances de la membrane qui se forment avec entrée du liquide intérieur. Ces excroissances vont se déformer pour venir englober la bactérie. Et on va progressivement avoir une croissance de la cellule avec ici endosymbiose des bactéries. Donc, alors, je vous rappelle, j'ai une petite webcam et puis des lumières classiques. Hein, je fais ce que je peux, c'est du papier glacé, je suis désolée. Donc, cette théorie de croissance d'un noyau avec excroissance permettant d'englober des bactéries explique la structure de la cellule actuelle. C'est-à-dire qu'on aurait autour du chloroplaste la membrane de cette partie-là. Et c'est ce qui fait qu'on aurait donc ici en vert la membrane normale du chloroplaste et en orange la membrane de cet ancien noyau, de structure de noyau. En fait, c'était pas une cellule, hein, on ne sait pas trop comment l'appeler. Cette structure qui correspond au futur noyau, cette membrane est donc venue autour du chloroplaste. Puis quand tout s'est soudé ici,
et bien à ce moment-là, on se retrouve avec une bactérie qui a été endosymbiotée, c'est-à-dire qui est passée à l'intérieur de la structure. Et comme elle est toujours vivante et qu'elle fonctionne avec la structure, on l'appelle une symbiose. On appelle ça une symbiose. Donc c'est un symbiote, quelqu'un qui vit à l'intérieur de l'autre. Et du coup, on a bien des parties ici où on va avoir des doubles membranes qui vont venir se coller l'une à l'autre, et ce serait l'explication de la naissance du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi. Donc progressivement, on aurait eu mise en place de réseaux intracellulaires dans lesquels on va avoir la fabrication en partie de ribosomes qui permettent la fabrication des protéines et au final obtenir une structure de cellules telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec donc la structure de départ avec l'ADN et le liquide, des ribosomes qui se promènent maintenant partout, le réseau intracellulaire de réticulum endoplasmique est rugueux. Donc rugueux, pourquoi? Parce qu'il y a plein de ribosomes collés dessus, donc ça donne un aspect rugueux. La structure de Golgi, pareil, et puis donc les bactéries qui ont été endosymbiotées avec celles qui ont donné les mitochondries, et dans les cellules végétales, ce sont donc des cellules contenant de la chlorophylle qui ont été intégrées et qui ont donné les chloroplastes par la suite. Donc voilà pourquoi notre chloroplaste a une membrane externe correspondant à la membrane cellulaire et une membrane interne qui est différente puisque c'est la membrane de la cellule d'origine qui a été endosymbiotée. Donc, dans le chloroplaste, on observe des structures qu'on appelle des thylakoïdes qui sont souvent accrochés les uns avec les autres. Donc, on appelle ça des granas. Un granum, des granas. Donc, quand vous en avez qu'un d'ensemble de thylakoïdes, on appelle ça un granum. Puis quand vous en avez plusieurs, on dit des granas. Donc, ce que je vais faire, je vais en dessiner un plus gros que les autres pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vais dessiner en vert clair de la même couleur que la membrane interne du chloroplaste. Pourquoi? Parce que le thylakoïde provient d'une invagination de la membrane interne, c'est-à-dire une excroissance de ce type. Voilà, une invagination ici. Du coup, ah, mon blanc il marche plus. Ma souris, help. Voilà, toujours avoir deux sortes. Hein. Le jour du bac, vous en avez 3 stylos bleus, 2 rouges, 2 verts, 3 souris différentes. Vous en avez du stock. Ok, voilà, une invagination, donc une croissance à l'intérieur qui finit par se détacher et donner des sacs. Donc voici ici les thylakoïdes. Alors les thylakoïdes vont être importants car ils vont permettre la réalisation de la première phase qui est la phase dite lumineuse. Pourquoi? Parce qu'elle se déroule en présence de lumière. On va l'appeler aussi phase claire et on va l'appeler aussi phase photochimique. Alors vous allez me dire pourquoi 3 noms? Bah, parce que 3 noms. C'est comme ça, les scientifiques sont jamais tous d'accord. Donc lumineuse, c'est la plus facile à retenir, elle se déroule pendant la lumière. Claire, bon, bah, c'était les premiers termes qu'on avait donnés. Photochimique, donc en fait, si vous arrivez à retenir ce mot-là, c'est beaucoup mieux. Photo, on retrouve les photons, donc les particules lumineuses. Chimique, la notion de molécules chimiques, donc on va avoir fabrication d'une certaine catégorie de molécules chimiques grâce à la lumière. L'autre phase de la photosynthèse va s'appeler, par opposition à la phase lumineuse, la phase obscure. On va l'appeler aussi la phase sombre et aussi la phase non photochimique. Alors, attention, ça peut porter à confusion. Phase obscure, phase sombre. On pourrait croire que ça se déroule uniquement dans le noir. Non, cette phase se déroule sans lumière. Donc elle peut se faire la journée, mais elle ne nécessite pas l'énergie lumineuse pour fonctionner. C'est pour ça que si vous arrivez à retenir photochimique et non photochimique, c'est mieux. Non photochimique, donc production de molécules chimiques sans l'utilisation de la lumière. Donc on va séparer notre schéma
en deux parties. D'accord, donc la phase lumineuse, la phase obscure. Donc voyons ce qui se passe dans la phase lumineuse au niveau des thylakoïdes. Et c'est là que je vais faire un gros zoom sur un détail. Alors vous allez me dire, c'est du niveau bac plus 2. Oui, mais c'est pas grave, ça va vous permettre de comprendre. Donc dans les thylakoïdes, vous avez au niveau de la membrane des thylakoïdes, c'est ce qu'on doit vous apprendre, dans la membrane, une chaîne de transporteurs d'électrons que je vais mettre ici en vert foncé. Et cette chaîne de transporteurs d'électrons, c'est elle qui va permettre la photolyse de l'eau, c'est-à-dire casser la molécule d'eau, H2O, qui se trouve à l'intérieur du thylakoïde, la casser, et donc on va libérer de l'oxygène qui va se dégager et des hydrogènes. D'accord? Donc ici au moins 2. Alors vous allez me dire, j'ai un problème, j'ai 2 oxygènes là, et bien mettons un 2 devant. Voilà, on va avoir ici O2 et donc on va mettre un 4 ici. Vous allez voir que je vais modifier mes unités. Alors, pourquoi je rentre dans les détails? Parce qu'on vous demande d'apprendre des réactions chimiques sans avoir à les équilibrer. Et si vous êtes à les équilibrer, vous allez voir qu'il y a des problèmes. Il va vous manquer des H à droite, à gauche de vos équations. Donc c'est pour ça que je vais rentrer un peu dans les détails pour que vous compreniez. Mais c'est pas un programme, je vous le répète. Donc, au bout de cette chaîne de transporteurs d'électrons, on a à la fin de cette chaîne un transporteur de H+. Voilà. Donc ici, on a l'O2 qui se dégage et on a des H+, j'ai oublié le plus, on a des H+, qui s'accumulent. Vous savez que c'est pas bon quand on a trop de H+, hein, ça acidifie le milieu. Et puis, la cellule, elle aime bien l'équilibre. Donc, cette pompe ici, elle va permettre de fabriquer au passage, quand elle rééquilibre, qu'elle fait passer l'hydrogène de ce côté-là, elle permet de fabriquer la fameuse molécule d'ATP. Donc, on va partir de molécules d'adénosine diphosphate, avec 2 phosphates, plus des phosphates inorganiques, donc des petits groupements phosphates qui se promènent dans le stroma. On va former de l'ATP, donc on va accrocher ce phosphate à une molécule qui possède déjà 2 phosphates et on va donc former une adénosine triphosphate, elle a 3 phosphates, d'accord? Donc, on vous parle dans tout ça d'électrons qui se baladent. Oui, on a des électrons qui se baladent, car quand on casse une molécule, on casse des liaisons et on va avoir donc de l'énergie. Et il se trouve que dans cette chaîne de transporteurs, il y a de la chlorophylle. Vous avez vu en TP qu'il y a 2 chlorophylles, la chlorophylle A, la chlorophylle B. Et la chlorophylle A la particularité de s'exciter en présence de lumière. Et à ce moment-là, elle va absorber la lumière et elle va soit la réémettre et donc elle est luminescente, soit elle va conserver cette énergie. Et en fait, certains électrons vont être excités, c'est-à-dire qu'ils vont changer d'orbite. Alors les électrons, c'est un peu comme les planètes du système solaire. Dans les atomes, vous avez au centre les protons et les neutrons, et autour, vous avez les électrons qui circulent. Donc un peu comme notre soleil, et autour les planètes. Et bien, quand vous avez de l'énergie qui arrive au niveau d'un atome, ce sont les électrons qui récupèrent cette énergie et qui vont changer d'orbite, qui vont passer dans les orbites supérieures. C'est comme si la Terre recevait une énorme quantité d'énergie du Soleil, elle est tellement excitée, comme une boule de pétanque, paf, elle va dégager, elle va s'éloigner et elle va piquer l'orbite de Mars, par exemple. Donc elle va aller sur l'orbite suivante. Et ben, notre petit électron, c'est ça. Donc ici, on a des électrons complètement excités, d'accord? Électrons excité qui va se balader dans cette chaîne de transporteurs, ok? Et cet électron, lui, en se baladant, il va permettre la formation de molécules dites réduites
Et donc, c'est la fameuse molécule, on vous a donné un nom, on l'a mis R, parce qu'en fait, c'est une molécule compliquée qu'on appelle l'ADP, et le NADP, pardon, je fourche. Donc, vous n'allez pas retenir le nom, si vous fouillez sur Internet, vous allez trouver NADP, FADH, etc. On va simplifier en faisant R, qui va donner RH2, d'accord? Donc, comme on a des hydrogènes qui sont sortis, on a des hydrogènes qui se baladent et ils vont venir se fixer sur cette molécule oxydée qui a besoin d'être réduite. Et ça va se faire que si on leur donne de l'énergie, donc on va récupérer l'énergie des électrons. Voici de manière très simplifiée ce qui se passe au niveau des thylakoïdes. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais vous prendre mon bouquin de fac. Et on va aller voir un peu plus dans le détail. Alors, on va voir, j'espère que la lumière ne gêne pas trop. Donc ici, j'ai la membrane de mon thylakoïde. Dans cette membrane, j'ai un ensemble qui est appelé transporteur d'électrons. Ce sont différentes molécules qui sont insérées dans la membrane. Là, j'ai la lumière du thylakoïde et là, j'ai le stroma. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est pas au programme, mais ça va vous permettre de comprendre. Nous avons au début de la chaîne de transporteurs ce qu'on appelle PS2 un photosystème. Pourquoi photosystème? Parce que c'est un système de molécules qui réagit avec les photons. Ce photosystème, donc, contient la chlorophylle. On va avoir H2O qui va être cassé en 1,5O2 plus 2H+. Hein, on va garder une molécule d'H2O, donc forcément 1,5O2. Grâce à la lumière, ça va libérer 2 électrons. Si on a cassé 2H+, on a forcément 2 électrons qui ont été libérés. Et ces électrons vont être excités par la lumière. Et une fois qu'ils sont excités, ils vont être transportés par une molécule qui s'appelle la plastoquinone. Vous n'avez pas retenu, on est d'accord, hein, jusqu'à une nouvelle molécule qui s'appelle le cytochrome BF. Et ce cytochrome, quand il reçoit des électrons excités, il va utiliser l'énergie des électrons pour faire rentrer du H+. Mais oui, c'est comme ça. Cherchez pas à comprendre, des fois, la nature fait des choses. Ce travail à lui, il aime bien faire rentrer les H+, dans le thylakoïde. Vous commencez à avoir le problème, on va avoir ici une accumulation de H+, dans la lumière du thylakoïde et un déficit de H+, de l'autre côté. Donc on a ici nos électrons qui ont perdu leur énergie, qui vont être de nouveau transportés par une autre molécule qui s'appelle la plastocyanine. Ces électrons vont être amenés à un deuxième photosystème, enfin le premier en fait, photosystème 1. Et encore une fois, le photosystème capte des photons, ce qui veut dire que nos petits électrons qui sont ici, alors lui il ne fait pas l'hydrolyse de l'eau, hein, lui il récupère des électrons qui ont perdu de l'énergie, et bien ces électrons vont se recharger en énergie. On va avoir de nouveau des électrons excités qui vont être pris en charge par un autre transporteur ici. Et à ce moment-là, ce transporteur va emmener des électrons excités à une NADP réductase. Donc tout ce qui finit en ase, ce sont des enzymes. Donc c'est une enzyme qui est chargée de réduire le NADP en NADPH. Donc le fameux R et RH2. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on nous dit RH2 et là il n'y a qu'un seul H? Bon, tout simplement, c'est une histoire d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a 2 H+ ici. On s'était dit que si on vous met R et RH, vous allez vous demander où est passé l'autre hydrogène. Vous voyez, c'est pas évident de vous faire des cours en simplifiant les choses. On est obligé un petit peu d'arranger la sauce, mais c'est pas grave. Donc, ceux qui iront en fac de sciences, vous travaillerez là-dessus, vous apprendrez toutes les molécules. C'est super intéressant parce qu'on fait plein d'expériences, on remplace telle molécule par une autre, on voit si ça marche et tout, c'est assez cool. Donc ici, nos électrons sont arrivés et ils vont transférer leur énergie à cette NADP réductase qui va donc pouvoir accrocher H+ au R, une fameuse molécule qui a besoin d'être réduite, et on va donc réduire cette molécule. Donc là, on a produit ici notre transporteur d'hydrogène qui est important parce qu'on va avoir besoin d'hydrogène pour fabriquer du glucose. Je vous rappelle que le glucose, sa formule c'est C6H12O.
O6. Donc, si vous savez qu'on fabrique le glucose à partir du CO2, vous voyez bien que dans CO2, il manque le H. Donc, il nous faut du H. Et c'est pour ça qu'il y a ce transporteur d'hydrogène. Donc, maintenant, vous allez me dire, je garde un petit problème à la fin. Si j'ai fabriqué mon transporteur d'hydrogène, j'ai un problème. J'ai accumulé des hydrogènes à l'intérieur de la lumière du thylakoïde. Et ça, c'est pas bon. Ça provoque une acidité. Donc, il va falloir rééquilibrer tout ça. Et c'est là qu'intervient le dernier élément, c'est l'ATP synthase. C'est également une enzyme. Et comment est-ce qu'elle fonctionne? C'est un canal à protons. Et donc, quand il y a trop de protons ici, elle va faire rentrer donc les H+ dans le stroma, elle va les faire repasser de l'autre côté. Et ce passage-là permet à l'ATPase de fonctionner. Et on va avoir donc la fabrication d'ATP à partir d'ADP. Donc voilà pourquoi sur mon schéma, j'ai mis quelque chose de très simple. Vous voyez qu'en fait, c'est pas simple, c'est très compliqué. Mais vous, on va simplement vous demander au bac de savoir que grâce à l'énergie lumineuse, hop, oh, je vais la mettre en orange, on n'en voit pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac, ici, photon, là, photon. Les photons rentrent. On va avoir donc sur cette chaîne de transporteurs, d'électrons. On a donc ici les photons qui sont absorbés, qui permettent la photolyse de l'eau, d'exciter des électrons. L'électron va circuler jusqu'à permettre de fabriquer du RH2. Et on a les hydrogènes qui sont évacués et ça permet la formation d'ATP. Donc vous voyez, sur mon bouquin, j'avais ici un transport d'hydrogène. Je ne le mets pas. Je ne le mets pas. D'accord? On simplifie. On en fait rentrer, on en fait sortir. Peu importe. Au final, on en a qui sont fabriqués là et on en a qui sortent. On va retenir le début et la fin. Donc en gros, on résume. On a la lumière qui vient dans le chloroplaste. Au niveau du thylakoïde, on va avoir photolyse de l'eau avec dégagement de 2 électrons excités qui vont être transportés. Ça va permettre d'un côté la fabrication grâce à l'énergie qu'ils transportent de l'ATP et les électrons vont servir de ciment, de colle pour accrocher le fameux R aux H+ pour former du RH2. Donc, si je reprends, ici, j'ai 2 H2O qui vont être photolysés. On a 4 H+, O2. Mais donc, si je regarde bien, j'ai 4 hydrogènes qui ont été libérés. Donc, mon électron excité, en fait, j'en ai pas qu'un. J'en ai 4 qui vont se promener. D'accord? Donc, du coup, on va pouvoir effectivement utiliser ces 4 électrons. Si on fixe ici 2 hydrogènes, on a donc besoin de 2 électrons. On en a 4. Donc, en fait, on va pouvoir fabriquer 2 fois cette molécule RH2. Donc, on va prendre 2 éléments oxydés et on va les réduire. Donc, en bilan, j'ai 2 H2O. Ça, c'est une molécule réduite. Ces 2 H2O correspondent à O2 plus 4 H+, plus 4 électrons. On est d'accord. Mais j'ai de l'autre côté également dans les molécules réduites 2 RH2 qui correspondent à 2 R, forme oxydée, plus 4 H+, plus 4 électrons. Donc ici, là, j'ai les formes réduites. Et là, j'ai les formes oxydées. Si je remets tout ça dans l'ordre, j'ai donc 2H2O plus 2R. Je vous rappelle qu'on a ici ce qu'on appelle des couples redox, le réduit et l'oxydé qui vont réagir ensemble. Donc ici, n'oublions pas que j'ai avec 2R 4
H+, plus 4 électrons. Ça correspond, donc 2H2O correspond à ça, donc je réécris mon équation, O2 plus 4, H+, plus 4, E-. Ça, c'est la forme oxydée de ma forme réduite. Et ici, j'ai la forme oxydée, je vais l'écrire ici sous forme réduite, c'est-à-dire 2RH2. D'accord? Donc là, j'ai oxydé, et là, j'ai réduit. Bon, maintenant, je vais pouvoir faire les suppressions. Hein? C'est comme en maths. On élimine. Donc au bilan, j'ai 2H2O plus 2R qui vont donner O2 plus 2RH2 avec la particularité que O2 se dégage. Et en même temps que ça, j'ai ici la fabrication d'ATP grâce, pareil, à la dernière enzyme, donc l'ATP synthase. Donc voilà ce qui se passe dans une partie du chloroplaste. Au niveau des thylakoïdes, on a donc la phase lumineuse avec photolyse de l'eau. Tiens, j'ai oublié de l'écrire. Photolyse de l'eau, qui permet donc de dégager des H+, de libérer des électrons excités. Ces électrons excités vont permettre de réduire un transporteur et les H+ vont permettre de faire fonctionner l'ATP synthase pour produire de l'ATP. Donc le détail de ce qui se passe ici et dessous. Donc maintenant, on va s'intéresser à la phase dite obscure, sombre ou non photochimique, c'est-à-dire la fabrication de sucre à partir de ces molécules énergétiques, des H qui ont été ici mis dans une molécule et du fameux CO2 qui va venir donc de l'air et précisément donc on va le trouver au niveau de l'air atmosphérique dans les chambres sous-stomatiques. Je vous renvoie au programme obligatoire. Donc ici, dans le stroma du chloroplaste, va se dérouler le cycle de Kelvin, donc le nom du découvreur. Alors, Kelvin a découvert que différentes molécules étaient fabriquées à partir de l'incorporation de CO2 et il en a déduit un cycle. Alors, dans mon bouquin, allez, je vais faire un zoom. Donc, vous voyez que à partir de 6 molécules de CO2, on va avoir des transformations chimiques. On appelle ça un cycle. Pourquoi? Parce qu'on part d'une molécule et on revient systématiquement à la même molécule. Et ce cycle va permettre la fabrication d'un glucose à partir de 6 CO2. Donc vous, on ne vous demande pas de retenir les formules chimiques des molécules. On va même simplifier cette étape-là. On va faire beaucoup plus simple. Mais il faut que vous reteniez globalement quand même le nom des molécules qui permettent la fabrication du glucose. On a donc le CO2 qui arrive. Ce CO2 diffuse à l'intérieur du cytoplasme, puis à l'intérieur du stroma du chloroplaste, et il va être fixé sur une molécule qu'on appelle la ribulose biphosphate, RUBP. C'est une molécule à 5 carbones. Donc on la représente de manière simplifiée par un phosphate. Des petits ronds, donc on en met 5 pour chaque carbone, donc 1 par carbone. Voici donc la ribulose biphosphate. Donc c'est un sucre à 5 carbones et à 2 phosphates. Et donc cette ribulose biphosphate va accepter le CO2 et c'est ce qu'on appelle en première étape la fixation du carbone, c'est-à-dire une carboxylation. Je vous rajoute du vocabulaire en plus, parce que seulement les bouquins, vous pouvez trouver ces termes-là. Donc cette carboxylation va permettre forcément de fabriquer une molécule en C6, mais qui n'est pas stable. Et on va avoir donc formation d'une molécule appelée 3-PG, donc 3-phosphoglycérate.
Donc on a un glycérate avec un phosphore en position 3. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Alors je verrai pour l'équilibre, j'ai déjà commencé à écrire le 6 là, j'aurais pas dû, je verrai après pour les quantités. Cette molécule 3-phosphoglycérate, vous voyez qu'on va commencer à s'approcher du fameux C6, hein. On doit avoir un carbone en 6, donc on est parti d'un C5, on rajoute un carbone, on obtient 2 molécules en C3. Il va falloir donc réduire, donc c'est la deuxième étape. Hop, je divise mon cycle en 3 étapes. Ici, c'est la réduction. On va ici avoir ce qu'on appelle un triose phosphate, que vous connaissez peut-être sous 3-GP. C'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et ce triose phosphate, donc, va permettre d'un côté de refabriquer du ribulose biphosphate et d'un autre côté va permettre de fabriquer des exoses. Alors on va pas tout de suite fabriquer du glucose pur, hein. On va fabriquer du glucose en fait avec du phosphore, on va éliminer le phosphore après, ça c'est compliqué, donc on va faire simple, exose, et puis l'exose va tout de suite être stocké en amidon. Donc on va avoir dans le chloroplaste, je vais prendre un feutre d'une autre couleur. Oh, c'est du marron. Tiens, on va prendre allez, du orange fluo. On va avoir ici des grains d'amidon qui vont se former, puisqu'on va stocker ici grains d'amidon. Alors le chloroplaste, quand il a fabriqué énormément de grains d'amidon, il y a de l'amidon partout, 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 il se transforme, il devient un amyloplaste. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est là. Comment est-ce qu'on va faire? Donc le triose phosphate, il est encore un peu cette structure. Ce passage-là, la réduction du 3PG au G3P, vous allez me dire, pas une grosse différence. Oui, c'est juste une réorganisation des molécules dans l'espace. Mais dans tous les cas, ça réorganise pour que ça puisse ensuite s'accrocher et former un C6. Si vous avez la position des atomes qui empêche la liaison entre deux groupes de 3 carbones pour former un groupe à 6 carbones, ça s'accrochera jamais et on n'arrivera jamais à avoir du glucose. Donc il faut que tout se réoriente pour que les atomes puissent s'accrocher ensemble. Alors, ça va consommer 12 ATP. Ça va donc donner 12, oh, si j'oublie le 1, 12 ADP plus 12 PI. Donc, on consomme ici l'énergie. Et on a besoin du fameux hydrogène. Donc, on va consommer 12 RH2. Et ça va donner 12. Ah, il est mort. 12R plus 12 H plus. Ah, mon feutre marron, il est mort. C'est moche. Faut que j'en trouve un autre. Ça, c'est parce que je travaille sous les lampes, ça les sèche. Ça va, c'est lisible? Ouais, hein, quand même, à peu près. Voilà. Donc ici, on va avoir, en fait, c'est là, oui, je ne fais pas tout dans l'ordre, c'est compliqué. Allez, on a 6 ribulose biphosphate qui intègre 6 CO2. Ça va donner du 3PG, donc on a 12 molécules de 3PG. Ben oui, hein, on a des molécules à 6 carbones, sauf que ici on a des molécules à 3 carbones. Ok? Donc en fait on double la quantité, on a coupé en deux. Donc les 12 3PG, il faut les réduire, donc on a besoin de 12 ATP, 12 RH2, et ça va former du triose phosphate, on va donc forcément en avoir 12. Et sur ces 12 là, il y en a 2 de G3P qui vont partir pour fabriquer les exoses, et on en a 10 de G3P qui vont servir à refabriquer de la ribulose biphosphate. Donc il faut réorienter encore les atomes, réorganiser tout ça, ça consomme de l'énergie et ça va consommer 6 ATP plus, donc ça va donner 6 ADP plus 6 PI. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir
écrire le bilan. Donc après cette phase de régénération, parce que si on ne régénère pas la ribulose biphosphate, on ne va plus pouvoir accueillir de CO2. Donc on va pouvoir écrire un bilan. Ici, on a donc 6 CO2. Hop, je suis où? Je suis là. Plus, alors combien d'ATP? 12 ici, 6 là. 18 ATP. Plus 12 RH2 qui vont donner C6H12O6 plus 18, oh, vous voyez j'ai mal fait mon truc, hein, j'aurais dû le dessiner un peu plus haut, j'écris dedans, 18 ADP plus 12 R plus 18 PI. Voici ma réaction de ce qui se passe au niveau du cycle de Kelvin. Donc ça c'est le cycle de Kelvin. D'accord? Alors, on simplifie quand on fait le bilan total de la photosynthèse. On a pris de l'eau, on a pris du CO2. Vous voyez que les R vont s'annuler. Les R, les RH2 et tout, on va les virer. Finalement, ils servent à rien. Ils servent pas, comment dire, ils entrent pas dans la constitution du glucose. Ils servent juste de transporteur. Donc, on les garde pas dans l'équation bilan. Dans l'équation bilan, on va garder que les molécules qui servent de matière première à fabriquer le glucose, à savoir H2O. Bon, l'O2, c'est un déchet, mais elle intervient. Le CO2 et puis donc le C6H12O6. Tout le reste, ce ne sont que des transporteurs d'énergie et d'hydrogène. Donc, on les vire. Donc, au final, on peut écrire, alors CO2 plus H2O donne C6H12O6. Donc, en fait, si je reprends un brouillon, on est obligé d'équilibrer. On sait qu'on prend du CO2, on prend de l'H2O, on doit fabriquer du C6H12O6 et on va avoir de l'oxygène qui se dégage. Donc, cette équation bilan, on l'équilibre nous-mêmes. Là, j'ai 6 carbones, donc forcément, je vais mettre un 6 ici. Ok? 6 fois 2, 12. Alors, comment est-ce que je vais y arriver là? Il faut que je le fasse. Je ne peux pas pour l'instant équilibrer les oxygènes. Il faut que je cale mon H d'abord. J'ai 12 H, là j'ai 2 devant, donc je vais mettre un 6. Ça fait 6 fois 2, 12. Donc j'ai équilibré mes H, j'ai équilibré mes C. Et je peux maintenant équilibrer mes oxygènes. J'ai 6 fois 2, 12. 6 fois 1, 6, ça fait 18 oxygènes. Là, j'en ai 6. Donc, il m'en reste 12. Et comme j'ai un 2 là, je mets un 6 là. Voilà comment j'ai équilibré mon équation. C'est du global. Mais vous voyez qu'en fait, cette équation se déroule en 2 temps. On va avoir d'un côté la phase photochimique où on fabrique transporteur d'hydrogène, transporteur d'énergie, mais on va casser la molécule d'eau. On casse finalement de la matière première. C'est comme si vous preniez une brique d'une maison, vous la cassez pour refaire des graviers, pour refabriquer plus tard une maison, une brique. Donc on casse de la matière pour avoir des éléments de base, pour refabriquer à côté de la matière avec d'autres éléments de base. C'est compliqué. Il n'y a pas forcément un lien entre la quantité ici utilisée et là. C'est-à-dire que ça, tant qu'il y a de la lumière, ça fonctionne, ça produit. Ça fait donc un stock de transporteurs d'énergie et d'hydrogène dans le stroma. Ça fait donc également un dégagement d'oxygène. Et ensuite, en parallèle de ça, on a le cycle de Kelvin qui fonctionne. Et lui, tant qu'il pourra utiliser et récupérer de l'ATP et puis du produit réduit avec H2, il va pouvoir fonctionner. C'est pour ça qu'on dit que pour l'instant, il n'est pas photochimique. Il ne dépend pas de la lumière. Il n'utilise pas les photons. Par contre, il utilise des molécules qui sont produites par la phase photochimique. Donc, quand on arrive le soir au coucher du soleil, cette phase-là s'arrête. Mais si la production a été suffisante dans la journée, qu'on a un bon stock d'ATP, de RH2 dans le stroma,
Le cycle de Calvin va pouvoir continuer la nuit. C'est pour ça que des fois, quand vous plantez des graines, vous les surveillez quand elles germent, et ben le lendemain matin, vous vous levez, ouais, Mélodie, elle a poussé 3 cm dans la nuit. Bah ouais, voilà pourquoi. Parce que pendant la nuit, le cycle de Calvin, lui, il a fonctionné. Il a utilisé les transporteurs d'hydrogène, il a utilisé tous les ATP qui ont été fabriqués dans la journée. Par contre, quand il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de stock, ça s'arrête, ça ne tourne plus. C'est obligé d'attendre le petit matin que le soleil réactive la phase lumineuse et qu'on ait suffisamment de transporteurs d'énergie et d'hydrogène pour que le cycle de Calvin se remette en route. Voilà, donc n'essayez pas forcément de vouloir équilibrer les deux réactions, ce serait assez compliqué parce qu'il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu et qui ne sont pas du tout au programme. Ce que vous avez à retenir, c'est phase lumineuse, productrice de molécules énergétiques et de transporteurs d'hydrogène, photolyse de l'eau, donc dégagement de matières premières, les H, pour fabriquer donc le glucose. Et sans nécessité de lumière, enfin si quand même, mais a posteriori, on a besoin donc dans le cycle de Calvin d'ATP, de RH2 pour fabriquer la molécule de glucose. Et donc on a coutume de dire qu'il faut 6 tours de cycle de Calvin pour fabriquer du C6H12O6. Bon, ça va être compliqué à visualiser, 6 tours. Comment est-ce qu'on passe d'une molécule à 5, on revient à 2 x 3, 2 x 3, puis on revient à 5. C'est pas forcément 6 tours. On a besoin de 6 CO2. D'accord? Donc ce sont des réactions chimiques compliquées. Vous avez juste ça à retenir. Donc je vous invite à retenir 6 ribulose biphosphate avec 6 CO2 donne 12 3-PG. Ces 12 3-PG vont être modifiés grâce à l'ATP et au RH2 pour donner 12 3-GP. Sur les 12 3-GP, il y en a 2 qui servent à fabriquer le glucose et 10 qui servent à régénérer la molécule qui va accepter le CO2. Si on n'a plus de ribulose biphosphate dans le stroma, on ne peut plus accepter de CO2. Donc vous voyez qu'en fin de nuit, quand le stock d'ATP du stroma s'épuise, si on n'a plus d'ATP pour régénérer le ribulose biphosphate, on va avoir une accumulation de 3-GP dans le stroma et à ce moment-là, on ne peut plus au petit matin accueillir le CO2. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de molécules acceptrices de CO2. Ça va pour tout le monde? Allez, je réduis le zoom, je vous laisse regarder une dernière fois le schéma bilan. Donc voici le schéma bilan. Je vais comme d'habitude le scanner et le mettre sur mon site profsvt71.e-monsite.com. Donc il faut que je tape aussi du cours, donc soyez patient s'il n'est pas disponible tout de suite. Merci, au revoir.